Le tronçon de route menant à la station Shell sur Broad Street à Vienna, en Virginie, n'avait rien de remarquable, des immeubles de bureaux, un centre commercial. Une station de lavage auto à quelques rues de là. Peu après midi, la circulation était fluide, ce genre de calme de midi qui donnait l'impression que tout s'arrêtait un instant. L'agent spécial Malik Roland s'est garé sur le parking comme tout le monde l'aurait fait. Sa Ford Fusion noire ne se démarquait pas de vitres teintées, pas d'antenne. Il travaillait sur le terrain avec la division des crimes violents du FBI à Washington depuis 11 ans. Il savait rester discret. Vêtu d'un sweat à capuche gris, d'un jean et de Nike Blazers usés. Malik était en pause déjeuner, en quelque sorte. Son badge était accroché à sa ceinture et son Glock était posé sous le siège, au cas où. Il sortit, entra dans le magasin. Prit une bouteille d'eau et une barre protéinée, salua poliment le caissier et retourna à sa voiture. S'installant au volant, la portière ouverte. Il se laissa aller en arrière et commença à lire un message de son supérieur concernant une enquête RICO en cours, puis rédigea une réponse rapide. Puis il les remarqua. Une voiture de patrouille noire et blanche était arrivée derrière lui, lentement, suivie d'une autre. Pas de sirène, juste des gyrophares. Le parking n'était même pas plein. Mais ils se garèrent serrés, le bloquant une voiture côté conducteur, l'autre en angle à l'arrière. 2 policiers blancs en sortirent, l'un, la trentaine avançait. Cheveux blonds coupés courts et lunettes aviateurs, l'agent Colton Rusk, l'autre, plus grand, nerveux, le cou rouge, l'agent Easton Frey. Aucun des deux ne manifesta de curiosité. Il semblait prêt à la confrontation. Malik baissa son téléphone et attendit. Rusk fit un geste vers la voiture, comme s'il interpellait un suspect. « Vous habitez par ici ?» demanda-t-il. Sautant les salutations et les présentations. Malik resta calme. « Je suis en train de déjeuner. »« Tout va bien ?» Frey ajouta, « Je vous ai demandé si vous habitiez par ici. » Malik jeta un coup d'œil à son badge, toujours visible à sa taille. « Je suis agent fédéral, FBI, dit-il sans broncher. Vous devez voir votre pièce d'identité. » Il la lui tendit. Mais ils ne la saisirent pas et ne la regardèrent même pas. Frey ricana. « Badge ou pas, vous êtes garé de façon suspecte, assis dans un véhicule, à envoyer des SMS, à observer les gens. » Malik cligna des yeux. « C'est une station-service. Sortez de la voiture. » La voix était monocorde, pas de cri, juste une insistance. Malik ne bougea pas. « Vous êtes sûr de vouloir prendre cette route ? Je vous le répète, je suis agent fédéral. Vérifiez auprès du central. Je m'appelle Malik Roland. Matricule 537, rangé. » Ils n'ont pas vérifié. N'ont pas contacté par radio. Au lieu de cela, Rusk s'approcha de la porte. « Soit tu sors, soit on te fait sortir. À toi de choisir. » Malik expira doucement. La main retombant sur son téléphone posé sur ses genoux. Une pression sur un bouton. La composition commença. Ils ne remarquèrent rien. Frey s'approcha. Dernier avertissement. Se penchant lentement en avant, Malik dit, « Tu exagères quelque chose que tu ne comprends pas. Je ne résiste pas. Je ne suis pas suspect. Je ne suis même pas armé. Mais j'ai des droits et un badge qui surpassent les tiens. » Rusk semblait en avoir assez entendu. Il tendit la main vers la poignée de la porte. C'est alors qu'une adolescente de l'autre côté du parking a commencé à filmer avec son téléphone. Puis un homme dans un SUV Toyota a passé la tête par la fenêtre. « Et, a-t-il dit, c'est du FBI. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Frey a lancé un regard noir au passant. « Restez en dehors de ça. » Le téléphone de Malik a sonné. 3 sonneries. Puis quelqu'un a répondu. « Roland, ça va ? Station-service sur Broad. 2 habitants me pressent. »« Ils n'écoutent pas, je devrais peut-être faire venir une unité, » a dit Malik calmement. Rusk tirait toujours sur la poignée. Réalisant que la porte était verrouillée. « Vous perturbez une enquête » aboya-t-il. Malik ne rit pas, mais il n'en fut pas loin. « Sur quoi enquêtez-vous exactement ?» Pas de réponse. Juste de l'attention. De l'autre côté de la rue, inaperçu, un suburban noir s'engagea brusquement sur le parking. Ce n'était pas fini. L'agent Frey avait la mâchoire serrée, la frustration visible.
Ce n'était pas comme ça que se déroulaient les contrôles. Les gens ne répondaient pas, ne restaient pas calmes, ne citaient pas leur numéro de plaque comme si c'était important. Vous voyez comme il parle, murmura Frey à Rusk, suffisamment bas pour que lui seul puisse l'entendre. Il essaie de faire le malin. Il temporise. Rusk acquiesça, la main posée sur son étui. Attention à ses mains. Je vais ouvrir la porte. Aucun des deux ne prit le temps de réfléchir. Il s'agissait de contrôle, pas de procédure. Malik resta immobile, le regard scrutant, calculateur. Il aurait pu en rajouter au lancer des noms, exhiber ses papiers, les embarrasser mais leur regard indiquait que cela n'aurait aucune importance. Il connaissait ce regard. Celui qui décide qui vous êtes avant même que vous ne parliez. Je le répète, dit Malik d'une voix ferme. Veuillez appeler votre supérieur. Il n'y a aucune menace ici. Je ne fais pas obstruction. Je ne suis pas armé. Je me suis identifié. Tu crois que dire FBI te donne un laissez-passer? S'exclama Rusk. Non. Je pense que ça me permet de me traiter comme un être humain qui a respecté le protocole, répondit Malik. Derrière eux, la fille qui filmait s'approcha, téléphone tendu, mais nerveuse. Il leur a déjà montré son badge. Je l'ai vu. Ont-ils le droit de faire ça? Personne ne répondit. Puis quelque chose bougea, à peine perceptible, mais clair pour Malik. Frey attrapa le loquet de sa matraque. Rusk se pencha vers la voiture, mâchoire serrée. Malik connaissait le scénario par cœur. Un faux pas, et ce n'était plus un simple arrêt, mais un titre. Il reprit la parole, calme et mesuré. Pour information, je suis menacé malgré mon identité. Je coopère. J'ai demandé un superviseur. Je n'ai rien fait. Il regarda la fille qui filmait. Pouvez-vous continuer, s'il vous plaît? C'est alors que l'agent Frey perdit patience. Dehors, tout de suite. Il passa la main par la fenêtre entr'ouverte pour essayer de déverrouiller la porte de l'intérieur. Malik recula légèrement, hors de portée. Je ne résiste pas, répéta-t-il. Vous n'avez pas de mandat. Vous n'avez aucune raison. Je n'ai rien fait de mal. Rusk n'écoutait pas. Il avait déjà dégainé sa matraque. Malik la remarqua du coin de l'œil. C'est alors que le suburban noir est arrivé sur le parking. Les pneus n'ont pas crissé. Pas d'entrée spectaculaire, juste de la précision et de l'autorité. Le suburban s'est arrêté à une dizaine de mètres, vitres teintées et plaques d'immatriculation. Les portes se sont ouvertes presque simultanément. L'agent spécial René Harlow. Une femme grande et élégante d'une cinquantaine d'années, sortit, vêtue d'un blazer sombre sur un col roulé bleu marine. Ses cheveux poivre et sel étaient lissés en arrière. Sa présence avait un poids indéniable. Deux autres agents suivirent, un homme et une femme se dirigeant déjà vers la voiture de Malik. Rusk et Frey se figèrent. La voix d'Harlow trancha la tension comme un ordre de sergent instructeur. Éloignez-vous du véhicule. Frey cligna des yeux. Pardon? J'ai dit d'éloigner. Vous perturbez une opération fédérale. Les agents exhibèrent leurs badges fédéraux d'un mouvement fluide. Impossible de les confondre. Malik déverrouilla enfin sa porte et sortit lentement. Hochant la tête vers Harlow. Merci. Ça va? Demanda-t-elle en le scrutant rapidement. Je vais bien, répondit Malik en s'étirant légèrement. Je ne voulais pas envenimer la situation. Mais il n'était pas d'accord. Frey les regarda tour à tour, perplexe. Vous me dites que ce type est vraiment du FBI? Harlow ne répondit pas. Elle se tourna vers ses agents. Sécurisez la scène. Commencez à filmer. Contactez le central. Rusk semblait prêt à argumenter, mais Harlow n'était pas dupe. Vous avez ignoré un badge fédéral. Vous avez refusé de le vérifier. Vous avez menacé un agent pendant sa pause. Et vous êtes toujours planté là au lieu de reculer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La jeune fille qui filmait reprit la parole. J'ai tout compris, depuis le moment où il a dit être du FBI jusqu'au moment où ils ont essayé de le forcer à partir. J'ai tout compris. Malik la remercia d'un léger hochement de tête. Frey recula d'un pas, les mains levées non pas en signe de reddition, mais d'hésitation. Sa confiance avait disparu. Rusk murmura.
Il était clair maintenant que la situation ne se réglerait pas en silence, mais d'autres personnes observaient déjà. Le chef local n'était plus qu'à quelques minutes. L'atmosphère autour de la station-service se tendit, se renforçant. Des passants s'arrêtèrent à proximité, téléphones éteints, le visage incertain mais silencieux, observant attentivement. Malik se tenait à côté de sa voiture, les bras croisés, la posture détendue mais alerte. Son regard ne quittait pas l'agent Frey, qui restait impassible, attendant un signal pour justifier sa tentative. L'agent spécial René Arlot avançait lentement, tel un professeur qui dictait ses conséquences plutôt que ses conseils. « Soyons très clairs. » a-t-elle dit. L'agent Roland était en pause. Il a présenté une pièce d'identité. Il ne représentait aucune menace. Vous avez tenté de forcer l'entrée dans son véhicule et de l'en expulser physiquement. Ce n'est pas une erreur d'identité. C'est une faute. Frey semblait sur la défensive. On avait un motif raisonnable. Il avait un comportement suspect. Un agent a répondu impassiblement, assis dans une voiture garée à envoyer des SMS. Ce n'est pas suspect. On est jeudi. Rusk ne recula pas, on nous a signalé des activités de gang dans le quartier. Des voitures immobilisées trop longtemps. Tu crois qu'on va juste ignorer ça? Malik intervint d'une voix basse mais sèche. Tu ne m'as pas contacté à cause d'un signalement de gang. Tu as vu un homme noir en sweat à capuche dans un beau quartier et tu as pensé que tu tenais quelque chose. Tu n'as rien demandé. Tu as supposé. Ces mots furent durs. Rusk plissa les yeux, mais resta silencieux. Malik ne s'arrêta pas, j'ai arrêté des hommes ici avec 20 chefs d'accusation. J'ai déambulé dans des maisons de passe à 2 heures du matin. Avec seulement un gilet pare-balles et un partenaire. Et je n'ai jamais été traité avec moins de respect qu'ici, à une station-service, une barre de céréales à la main. Le silence dura suffisamment longtemps pour qu'une nouvelle voix s'élève. Un Ford Explorer argenté aux vitres teintées se gara derrière le suburban, gyrophares allumés, mais pas de sirène. Le chef Grant Hagen en sortit, posture raide, uniforme arrogant, cheveux blancs coupés en deux, et l'air de sortir tout droit d'un enterrement. Il observa la scène en silence tandis que Frey et Rusk s'efforçaient de rester fermes. Malik était entouré d'agents, Arlo se tenant debout, les bras derrière le dos. « Quelqu'un veut me dire ce qui s'est passé ?» demanda Hagen d'une voix rauque. Avant que quiconque puisse répondre, Arlo s'écarta et fit un geste vers l'adolescent qui filmait à proximité. Elle a filmé la plupart des images. L'agent Roland a donné plusieurs identifications verbales. Ils ont tout ignoré et ont essayé de le forcer à sortir. Hagen se tourna vers Malik. « Ça va ? » « Ça va maintenant, » répondit Malik. « Mais je ne vais pas balayer ça sous le tapis. » Le chef hocha la tête comme s'il s'y attendait, puis ordonna à Frey et Rusk. « Allez vous asseoir dans votre voiture. » Rusk essaya d'expliquer. « Chef, ce n'était pas ce que ça semblait être. »« J'ai bégayé, » s'exclama Hagen. « Asseyez-vous. » Ils avancèrent. Lentement mais sûrement. Malik s'approcha du chef, parlant doucement mais suffisamment fort pour que les agents l'entendent. « Je ne suis pas là pour faire le spectacle. Mais je ne laisserai pas passer ça. Ils étaient à 2 doigts de me traîner devant des civils. Si j'avais mal agi, on en serait à la justice de rue. » L'expression de Hagen passa de la défensive à une expression plus lasse, peut-être plus coupable. « J'ai compris, » dit-il. « Vous allez porter plainte. J'ai déjà appelé. Les services internes veulent les images de la caméra piéton et les siennes. » Il fit un signe de tête en direction de l'adolescent et des autres personnes qui filmaient. Les agents ont commencé à relever les noms des passants. Puis la caissière du magasin est sortie. Marchatilement, une femme d'une 40aine d'années portant encore son tablier, a pris la parole. « Je sais que vous n'avez pas besoin de plus de bruit, mais j'ai tout vu depuis la vitrine. Il n'a rien fait de mal. Ils ont dépassé les bornes. Si vous avez besoin d'une déclaration, je peux en faire une. » Malik lui lança un regard reconnaissant. « J'apprécie. » Elle hocha la tête. « Ne les laissez pas l'enterrer. » Malik n'avait pas l'intention d'enterrer quoi que ce soit. Pas cette fois. Quelque chose s'était fissuré, et il était impossible de le reboucher. Le moteur du suburban noir tournait encore lorsque l'agent Arlo s'éloigna et passa discrètement un appel. Elle jetait de temps à autre un coup d'œil à Malik, le visage indéchiffrable.
Adossé à sa voiture, Malik n'avait pas l'air fatigué, mais la situation surréaliste pesait lourd. Il n'avait pas dégainé son arme, ni élevé la voix, ni résisté. Pourtant, ils étaient là, entourés d'uniformes et d'agents, de témoins agglutinés à proximité. Et d'un chef de police tentant de contenir un incendie déjà propagé. Il repensa au moment où il avait appuyé sur « Composer ». Il n'avait utilisé ce numéro qu'une seule fois auparavant. Lorsqu'une équipe de la DEA l'avait pris pour un suspect 2 ans plus tôt à Baltimore. Ce malentendu s'était vite dissipé. Cette fois, quelque chose lui disait que ce ne serait pas le cas. L'agent Harlow revint à ses côtés, d'un pas décidé mais à voix basse. La surveillance sur le terrain est en route depuis Washington. Ils envoient aussi des agents des affaires publiques. Des vidéos circulent déjà sur les réseaux locaux. Ils essaieront de contenir la situation, mais cela pourrait faire la une des journaux nationaux avant le coucher du soleil. Malik ne broncha pas. Bien. Harlow le regarda un instant. Ça va? Je ne suis pas en colère, dit-il. Pas comme tu le penses. Je suis juste fatigué. Chaque fois que je pense que le badge parlera en premier. C'est toujours le sweat à capuche qu'il voit. Elle n'a pas discuté. Je sais, dit-elle. Tu as tout fait comme il fallait. Il hocha la tête, puis regarda le groupe de spectateurs. Un jeune père avec son enfant encore dans le siège d'appoint, un couple de sexagénaires se tenant la main, l'adolescent dont le téléphone enregistrait encore. Tous avaient vu la scène. Pas seulement la tension, mais aussi le moment où elle a basculé. « Salut », appela doucement Malik à l'adolescent. « Comment t'appelles-tu » ? Jasmine. Jasmine Boyd, dit-elle. Ça te dérangerait de garder cette vidéo ? Quelqu'un de notre équipe te contactera plus tard dans la journée. Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. Oui, bien sûr. Je l'envoie. J'ai déjà tagué le journaliste de Channel 5 sur Twitter. Il m'a envoyé un message. Bien sûr qu'il l'avait fait. À cette époque, les nouvelles ne se répandaient pas. Elles fuyaient. Étaient diffusées en continu et devenaient des tendances avant même que les services puissent rédiger une déclaration. Le chef Hagen réapparut. La main toujours serrée autour d'un gros talkie-walkie accroché à sa ceinture. Sa voix avait changé, moins d'aboiement, plus de maîtrise des dégâts. J'ai un appel interne en ligne. A-t-il dit à Malik. Ils auront besoin d'une plainte officielle. Je vais le classer, répondit Malik. Mais je veux un document écrit de votre bureau d'ici la fin de la journée. Des copies des images des caméras piétons et du journal de service des 2 agents. Aucune suppression. Hagen n'aimait pas ça, mais il n'a pas discuté non plus. Tu l'auras. Bien, dit Malik. Parce que je ne vais pas laisser ça passer. Les yeux du chef se tournèrent vers Harlow comme s'il espérait un tampon professionnel, mais Harlow ne bougea pas. Nous soutenons pleinement son rapport et nous allons ouvrir une enquête parallèle. Les mots ont été durs. On ne pouvait pas gérer ça en silence. L'un des agents, Cam Diaz. Un homme trapu d'une quarantaine d'années avec un fort accent de Boston, est revenu du bord du terrain avec un presse-papier rempli de noms et de déclarations. J'ai déjà 5 témoignages. Dit Cam. 2 ont vu les policiers l'affronter. Un l'a entendu s'identifier. La vidéo de la jeune fille montre tout l'échange. Il le tendit à Harlow, qui le feuilleta une fois et jeta un coup d'œil à Malik. Tu veux te retirer ? Laisse-nous gérer ça. Malik secoua la tête. Non, je veux rester. Si j'avais été quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans badge, ça aurait fini bien pire. Harlow n'était pas en désaccord. Puis une voix retentit derrière eux. Encore Jasmine. Je ne veux pas t'interrompre. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calme dans une situation pareille. Tu n'as pas crié. Tu n'avais même pas l'air effrayé. Malik se tourna vers elle. J'avais peur, a-t-il dit. Je ne pouvais tout simplement pas me permettre de le montrer. Il y eut un silence. Cette phrase frappa tout le monde autour de lui. Il jeta un coup d'œil aux agents. Aux officiers toujours assis maladroitement dans leur voiture de patrouille et à la foule. Il y a une différence entre obéir et capituler. Je leur ai accordé la première solution. Ils voulaient la seconde. Mais la partie qui allait secouer la ville et au-delà ne faisait que commencer. Les gens parlaient. Les vidéos se propageaient.
Et quelqu'un à l'étage commençait à s'inquiéter. À l'arrivée du deuxième SUV noir, la station-service n'était plus seulement une scène de crime. C'était un message. Le véhicule s'est arrêté derrière le suburban avec la précision de quelqu'un qui avait été briefé avant que les roues ne touchent le trottoir. La conductrice. Une femme en tailleur pantalon gris anthracite avec un pins du ministère de la Justice des États-Unis, sortit la première. Elle n'avait pas besoin de montrer ses papiers. Tout le monde voyait bien qu'elle n'était pas là pour prendre un café. L'agent spécial de supervision Yvonne Tra était connue dans tout le bureau pour deux choses. Résoudre les conflits sous haute pression sans nuire aux médias et ne pas tolérer l'incompétence. Elle passa devant la foule grandissante. Passa devant le chef local et se dirigea droit vers l'agent Arlo. « Quelle est la température » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Publique, mais stable. » dit Arlo en lui tendant les déclarations des témoins. « Nous avons des images de caméra, une confirmation d'identité complète, et les deux policiers sont en alerte. » Roland est calme. Mais ne cède pas, et il ne devrait pas. Tra hocha la tête et retourna le presse-papier. Combien de temps s'est-il écoulé depuis l'incident? 30 minutes après le premier contact. Bon. C'est une affaire fédérale maintenant. Les médias locaux ont déjà repéré la piste. Inutile de la cacher. On documente tout. Il faut que le rapport soit irréprochable. Malik s'approcha d'eux. Calme mais tendu. C'est ta tâche, n'est-ce pas, demanda-t-il. Je le suis. Je ne demande pas de traitement de faveur. Je veux que l'affaire soit traitée comme on le ferait pour un civil. De manière approfondie, transparente et authentique. Tra rencontra son regard. Tu auras les trois. Frey et Rusk, toujours assis dans le croiseur. Regardaient tout cela se dérouler avec un malaise visible. Rusk semblait sur le point de vomir. Frey fixait le tableau de bord, silencieux. Malik jeta un coup d'œil dans leur direction. Tu sais ce qui me dérange encore? Après avoir attendu. Il se fichait de qui j'étais. J'aurais pu être n'importe qui, un policier en congé, un ambulancier, un avocat. Un père allant chercher des friandises pour son enfant. Peu importait. Il ne voyait qu'un sweat à capuche, une couleur de peau et une voiture immatriculée hors du comté. Tu crois qu'ils vont l'admettre? Demanda Tra. Il eut un demi-sourire amer. Ils n'auront pas à le faire. Les images de la caméra corporelle le diront à leur place. Une nouvelle voix entra dans le cercle. J'aimerais voir ces images. Le groupe s'est tourné vers le détective Brian Wessler, un enquêteur local arrivé sur les lieux avec l'unité d'enquête interne. Wessler était connu à Vienne pour être propre, méthodique et, à son honneur, pour ne pas détourner le regard lorsqu'un uniforme dépassait les bornes. Il s'est approché en tenant une tablette. L'icône REC rouge clignotant dans le coin supérieur de l'écran. J'ai accès à la caméra corporelle de l'agent Frey, dit-il. Permission de la montrer? Tra hocha la tête. Wessler a tapoté l'écran. Les images ont été diffusées du point de vue de Frey, granuleuses, mais claires. Malik était assis tranquillement dans sa voiture. Puis la première interaction. La carte d'identité, le badge bien en vue. Chaque avertissement, la tentative d'ouvrir la portière, la menace, et la réponse constante et posée de Malik. Tout cela a duré peut-être 5 minutes. Mais chaque seconde était plus douloureuse. À la fin de la vidéo, personne ne parla pendant un moment. Puis Wessler rompit le silence. Il ne s'agit pas seulement d'une intervention policière agressive. Il s'agit d'un refus d'écouter. C'est ce qui me fait peur. Tra prit une inspiration. Nous devons sécuriser ces images sur une chaîne fédérale. Pas de fuite, pas de montage. Nous soumettons un rapport sans ambiguïté à la division des droits civiques du ministère de la Justice. Je m'occuperai moi-même de l'appel. Elle se tourna vers Malik. Êtes-vous prêt à ce que cela devienne plus grand? Il n'a pas hésité. C'est déjà le cas. L'agent Cam Diaz est revenu avec une mise à jour. Les affaires publiques de Washington veulent une déclaration dans les 2 prochaines heures. La presse locale est déjà postée devant le commissariat. Chanel 9 vient de vous appeler par votre nom, Malik. Arlo haussa un sourcil. Ils ont utilisé ton nom? Oui, dit Diaz. Apparemment, quelqu'un dans la foule l'a reconnu grâce à l'émission, 60 minutes, sur la saisie de drogue à Trenton.
Malik haussa les épaules. Je suppose que je suis à la mode maintenant. Ce n'était pas une blague, mais la pointe d'humour pince sans rire l'aida à détendre le nœud dans sa poitrine. Brièvement, Tra posa une main sur son épaule. Nous nous occupons des détails internes. Vous vous occupez de la vérité. Il hocha la tête. Je parlerai, mais pas pour les gros titres. Pour les jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas de badge, pour ceux qui n'auraient pas tenu plus de 30 secondes. Mais parler signifiait soulever le couvercle. Et quand vous faites cela, vous ne contrôlez pas toujours ce qui en ressort. Prochaine étape, la confrontation qui allait définir les carrières. Ébranler les départements et modifier la confiance du public d'une manière à laquelle personne n'était prêt. Ils se sont rencontrés 1 heure plus tard dans les bureaux de la police de Vienne. La pièce n'avait pas de fenêtre, juste une table ronde, un refroidisseur d'eau et une plaque sur le mur honorant 30 ans de partenariat communautaire. Ce n'était pas un lieu de justice, mais un lieu de confinement des retombées. Le chef Grant Hagen était assis, raide, à la table. Son visage avait changé depuis la station-service, moins sur la défensive, plus fatigué. En face de lui était assis l'agent Tra, flanqué de Malik et de l'agent Harlow. Un agent de liaison civile du ministère de la Justice était assis dans un coin, prenant tranquillement des notes. L'avocat local s'était assis, les bras croisés. Et puis sont arrivés les officiers frais et rusques, tous deux ressemblant à des enfants appelés dans le bureau du directeur. Leurs badges étaient toujours accrochés, mais leur énergie s'était épuisée. La pièce était silencieuse jusqu'à ce que Tra ouvre un dossier et le place au centre de la table. À l'intérieur se trouvaient 3 déclarations de témoins, 2 téléchargements non coupés de caméras corporelles. Des captures d'écran de publication sur les réseaux sociaux et une chronologie écrite de l'agent Harlow. Pas de théorie, pas d'interprétation, a déclaré Tra. Juste des faits. Le chef Hagen ne parla pas immédiatement. Il relut la page du haut, la déclaration de Jasmine Boyd. L'adolescente avait décrit clairement ce qu'elle avait vu, un homme montrant un badge. Restant calme et menacé. Malik se pencha légèrement en avant, gardant son ton contrôlé. Je ne veux pas d'un procès spectacle. Je ne veux pas d'un coup de pub. Je veux que les responsables rendent des comptes. Frais parla pour la première fois, sa voix se brisant légèrement. On ne savait pas qui tu étais. Tu n'as rien demandé. Malik rétorqua. Je te l'ai dit 2 fois. J'ai même donné mon numéro de badge. Tu l'as entendu. Tu l'as ignoré. On a eu des appels dans ce secteur, dit Rusk sur la défensive. On a constaté des pics de criminalité. Et cela justifie de forcer un véhicule sans raison, demanda sèchement Harlow. Où était votre appel radio? Votre protocole de commandement verbal? Votre point de contrôle auprès du répartiteur? Ils n'ont pas répondu. L'agent de liaison du ministère de la Justice a finalement levé les yeux. Messieurs, qu'est-ce qui vous a poussé à ignorer la confirmation de l'identité de l'agent Roland? Rusk hésita. Il avait l'air, je veux dire, il n'était pas habillé comme un agent. Silence. Malik le fixa. Les yeux fixes. Et à quoi ressemble exactement un agent? Pas de réponse. Malik a continué. Vous m'avez pris pour un suspect parce que je portais un sweat à capuche. Assis dans ma voiture immatriculée hors du comté. Ce n'est pas du travail de police. C'est du profilage. Le chef Hagen soupira et se frotta le front. Je ne vais pas défendre un manque de jugement. Mais il faut gérer la situation avec prudence. La réaction du public est déjà vive. Tra n'a pas bronché. Prudemment veut dire honnêtement. Vous avez ici 2 agents qui ont ignoré de multiples avertissements, ignoré le protocole et fait empirer une situation qui n'aurait jamais dû commencer. Ce n'est pas une zone grise. L'avocat de la ville s'est éclairci la gorge. Si cette information devient incontrôlable, la réputation du département en pâtira. Alors peut-être que le département devrait se demander pourquoi il est si fragile, a déclaré Malik, sans élever la voix mais en s'assurant que chaque mot soit entendu. Tu es en colère. Dit Hagen. Je comprends. Je ne suis pas en colère, a déclaré Malik. Je suis déçu, et j'ai 20 ans de savoir que ce n'était pas suffisant pour empêcher que ce témoin soit retiré. Frey bougea sur sa chaise. Nous essayons simplement de maintenir la zone en sécurité. Tu essayais de garder le contrôle, corrigea Harlow. Et tu l'as perdu au moment où tu as arrêté d'écouter.
Malik poussa le dossier sur la table vers Hagen. Je veux des excuses. Publiques, sans manipulation. Et je veux des sanctions disciplinaires à la hauteur des violations, pas de suspension avec solde, pas de reconversion, mais une véritable responsabilisation. Tra a suivi. Et je vais saisir la division des droits civiques, non seulement pour cette affaire, mais aussi pour un examen complet des pratiques de votre service en matière de contrôle et de fouille. Ce cas n'est pas isolé. Hagen avait l'air d'avoir été enfoncé dans la gorge par quelqu'un qui lui avait versé du béton. Il jeta un coup d'œil affreux et brusque. Aucun des deux ne le regarda. Nous coopérerons, dit finalement Hagen. Mais j'aurai besoin de 48 heures avant que quoi que ce soit ne soit rendu public. Tu en as 24, répondit Tra. Malik se leva. Je ne veux pas que quelqu'un soit licencié. Là n'est pas la question. Mais si on ne dit pas ce qui s'est passé, ça va se reproduire. La prochaine fois, peut-être que personne ne s'en ira. Il a quitté la pièce en premier. Les autres ont suivi. À l'extérieur, des journalistes étaient déjà postés à l'entrée principale. Cam Diaz organisait quelques agents pour intervenir. Malik ne s'est pas arrêté pour parler. Il a juste regardé vers le ciel. Aucune caméra ne le verrait, mais ses poings étaient toujours serrés. Mais il ne s'agissait plus seulement de son histoire. Il avait poussé des jambes. Réunion communautaire, vidéo virale, lettre de groupe de défense des droits, et le prochain endroit qui serait le plus durement touché était le public. Cette nuit-là, à l'intérieur du centre communautaire bondé près de Cedarland, toutes les chaises pliantes étaient prises. Certaines personnes se tenaient près du mur du fond, les bras croisés. Silencieuses. D'autres marchaient lentement, agitées. Des camionnettes de presse bordaient le trottoir à l'extérieur. À l'intérieur, la pièce bourdonnait, non pas de bruit, mais d'attente. Le conseil municipal avait convoqué le forum d'urgence quelques heures plus tôt, pour tenter d'anticiper la situation. Mais personne ne croyait vraiment qu'il dirigeait quoi que ce soit. La vidéo était déjà devenue virale, des millions de vues et ce n'était pas fini. Le clip de l'officier Fred disant « Mauvais ou pas, vous êtes suspect » est désormais devenu une phrase tendance. Au premier rang était assis Malik Rowland, ni dans son costume, ni dans son coupe-vent du FBI. Il portait le même sweat à capuche gris qu'il avait porté à la station-service, cette fois délibérément. Sa présence n'était pas forte, mais elle se faisait sentir. Les gens n'arrêtaient pas de le regarder. Certains hochèrent la tête, d'autres se contentèrent d'observer. Le chef Grant Hagen monta à la tribune peu après 19 heures. Il s'éclaircit la gorge et attendit que le silence revienne. Comme il ne s'installait pas, il commença quand même. Je sais que la tension est vive. Je ne vais pas faire perdre mon temps à quiconque en prétendant que ce n'est pas grave. Pas d'applaudissements, juste de l'écoute. Ce qui s'est passé hier est un manque de jugement qui aurait pu avoir des conséquences irréversibles. 2 de mes agents ont enfreint la procédure du service. Ils n'ont pas correctement identifié un agent fédéral, ont ignoré ses multiples clarifications et ont aggravé une situation qui aurait dû se terminer par un simple accusé de réception. La foule est restée immobile tandis que Hagen continuait. À compter d'aujourd'hui. Les 2 agents impliqués ont été placés en congé administratif sans solde dans l'attente d'une enquête approfondie. Et maintenant, le bruit est arrivé. Certains ont applaudi, d'autres ont crié. Pourquoi n'ont-ils pas été licenciés? Et les accusations? Hagen leva la main. Nous coopérons pleinement avec le ministère de la Justice et le FBI. Cette affaire a dépassé les frontières de notre département, mais je tiens à être clair, nous ne défendrons pas une faute professionnelle sous couvert de l'insigne. Dans un coin. Jasmine Boyd tenait son téléphone fermement, diffusant l'événement en direct. Sa vidéo de la station-service avait déjà été reprise par les médias nationaux. Ce soir-là. Elle portait aussi un sweat à capuche. Hagen prit une inspiration. Puis quelque chose d'inhabituel s'est produit. Il s'éloigna du podium et marcha vers Malik. Ni rapide, ni théâtral. Juste d'un pas calme. Il s'est arrêté devant lui et a parlé dans le micro. Agent Rowland, je tiens à vous présenter mes excuses directement. Non seulement parce que vous étiez agent, mais aussi parce que vous étiez citoyen. Et nous vous avons laissé tomber. Un faible murmure parcourut la pièce. Malik se leva lentement. Il ne serra pas la main du chef, mais hocha la tête. J'apprécie ces mots, a-t-il dit.
Mais ce n'est pas seulement une question de moi. J'ai eu de la chance. J'avais le badge, le numéro de téléphone, le numéro de secours. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui ne l'ont pas? Quelques personnes dans la foule hochèrent la tête. Un homme à l'arrière a crié, « Répétez-le ». Malik n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. J'ai passé ma carrière à arrêter des individus dangereux. J'ai travaillé sur des dossiers où j'ai vu le pire de l'humanité. Mais le plus épuisant dans ce métier, c'est d'être traité comme si je n'avais pas ma place. Cette phrase a fait l'effet d'un coup de poing. Il regarda la foule dans des yeux fatigués, en colère, mais à l'écoute. Ce n'est pas seulement un problème de police. C'est un problème de perception. Nous continuons d'essayer de résoudre ce problème avec des politiques et des formations. Mais rien de tout cela n'a d'importance si les gens continuent de se fier à leur instinct plutôt qu'aux faits. Le chef Hagen se tenait silencieusement à côté de lui. Nous avons besoin d'un meilleur contrôle, d'une meilleure responsabilisation, mais nous avons aussi besoin de meilleures conversations ou des conversations honnêtes. Où la première question n'est pas « qu'a-t-il fait ?», mais « pourquoi a-t-il été traité ainsi ?» Les applaudissements ont retenti, pas de manière sauvage, mais sincère. Jasmine a arrêté la diffusion en direct et s'est contentée d'écouter, son téléphone posé à ses côtés. Malik se rassit, la pièce étant toujours en émoi à cause de ce qu'il avait dit. Le maire s'est ensuite levé, puis un directeur d'école et un pasteur local. Des voix ont commencé à s'élever pas seulement à propos de Malik, mais à propos des contrôles routiers. Des couloirs de l'école, des entretiens d'embauche, du poids invisible que les gens portaient. Quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas dramatique, mais c'était réel. Une fois la réunion terminée, Malik est sorti sur le parking pour entendre une série de remerciements silencieux. Les gens lui serraient la main. Les parents le présentaient à leurs enfants. Un garçon, peut-être âgé de 12 ans, a demandé s'il était vraiment du FBI. Malik sourit. Oui, depuis un moment maintenant. Le garçon a juste dit, cool, et est parti avec son père. Mais les gens ne partaient pas seulement avec des pensées. Ils partaient avec des questions. Et le changement ne commence pas par des réponses. Cela commence lorsque les gens arrêtent de détourner le regard. Le lendemain matin, la ville de Vienne s'est réveillée avec bien plus que de simples gros titres. Il y a eu des appels téléphoniques. Des camionnettes de presse aux abords des quartiers et des boîtes de réception remplies de demandes de journalistes nationaux. Les enseignants ont ouvert les salles de classe aux élèves en leur demandant « Avez-vous vu cette vidéo ?» Les propriétaires d'entreprises ont eu des clients qui en ont parlé au moment du paiement. Au commissariat, les choses étaient différentes. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Certains appels provenaient de résidents en colère. D'autres, des départements voisins, demandaient discrètement à quel point la situation était grave. Mais le pire venait de l'intérieur. Les officiers remettent soudainement en question leur propre confiance dans le badge. À Washington, une avocate du ministère de la Justice chargée des droits civiques, Lynn Cabrera, avait déjà commencé son examen. À 9 h du matin, elle était assise à un bureau emprunté dans le bureau régional du FBI, une pile de rapports imprimés devant elle. Avec un regard qui disait que ce n'était pas la première fois qu'elle nettoyait le désordre d'un département. Elle jeta un coup d'œil à une photo de Malik accrochée au sommet du dossier. Ce type a reçu 2 distinctions, dit-elle à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier, et voici ce qu'il reçoit pendant sa pause déjeuner. Pendant ce temps, à l'intérieur du département de police de Vienne, les choses étaient plus calmes que d'habitude. L'officier Colton Rusk était assis dans une salle de pause vide, regardant son café sans le boire. Personne ne lui parlait, non pas parce qu'il le détestait, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il a fait défiler son téléphone. Quelqu'un avait filmé un extrait de la vidéo où Malik disait calmement « Il y a une différence entre se conformer et se rendre ». Le clip a été vu plus de 2 millions de fois. La section des commentaires était brutale. De l'autre côté du bâtiment, l'officier Frey se trouvait dans une petite pièce réservée aux affaires internes. Il avait l'air épuisé. Moins en colère maintenant, plus comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose sans savoir exactement quoi. « Pensez-vous que vos actions reflètent un bon jugement ?» a demandé l'enquêteur. Frey ne répondit pas tout de suite. Finalement, il murmura « Non, ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. » Au lycée local, un professeur d'histoire a diffusé le clip à un groupe d'élèves de première, puis a ouvert la salle à la discussion.
Que pensez-vous qu'il se serait passé s'il n'avait pas été agent? A-t-elle demandé. Un enfant a levé la main. Il serait en prison, a ajouté un autre, ou pire. Une fille à l'arrière prit la parole, la voix un peu tremblante. C'est bizarre. Je passe tout le temps devant cette station-service. J'ai toujours pensé que ce genre de choses arrivait dans les grandes villes, genre, pas ici. Dans les bureaux du FBI à Washington. Malik était assis en face d'un coordinateur des affaires publiques, passant en revue le libellé d'un communiqué de presse qu'on lui avait demandé d'approuver. Il regarda l'écran, puis le repoussa. Je vais parler pour moi. Pas de script? Le coordinateur hésitait. Vous êtes sûr? Oui, dit Malik. Si je ne suis pas honnête, ça ne sert à rien de parler. Cet après-midi. Il a donné une brève conférence de presse. Pas de costume, juste une chemise noire à manches longues, un jean et la même voix calme qui avait dissipé le chaos au départ. Je ne pense pas que tous les officiers soient mauvais, a-t-il déclaré aux caméras. À la fin de la semaine. L'hôtel de ville de Vienne enregistrait une fréquentation piétonne plus importante qu'elle n'en avait connue depuis des années. Un avis affiché sur le tableau communautaire disait: Forum de discussion ouvert, sécurité publique, maintien de l'ordre et perception raciale. Tous les résidents sont les bienvenus. Pas de confirmation de présence, pas d'intervenants officiels. Juste des rangées de chaises et un microphone placé au milieu de la salle. Les 20 premières minutes furent calmes. Les gens se sont précipités à l'intérieur. Quelques-uns se saluaient de part et d'autre des allées. Personne ne s'est précipité vers le micro. Puis une femme d'une 60aine d'années, Charlène Dupri, s'est levée. Elle marchait avec une canne, mais sa voix portait sans hésitation. J'habite cette ville depuis 52 ans, a-t-elle déclaré. J'ai vu cette ville passer de terres agricoles à des autoroutes à 4 voies. Et laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à cet agent. Ce n'était pas nouveau. C'était juste enregistré. Quelques murmures. Hochement de tête. Puis est arrivé Lamar Danton, un mécanicien qui tenait un petit garage à 2 pâtés de maison de la station-service. Je ne travaille pas dans les forces de l'ordre, a-t-il déclaré, mais je sais ce que l'on ressent lorsque quelqu'un vous regarde et voit une menace. J'ai été suivi dans cette ville un nombre incalculable de fois. Je n'ai jamais reçu d'excuses. Une à une, les histoires ont afflué. Tout le monde n'était pas en colère. Certains étaient simplement fatigués. J'ai dit à mon fils de ne pas porter son sweat à capuche la nuit, a déclaré une femme au fond, parce que j'ai peur que quelqu'un le voie de travers. Je suis un officier à la retraite, a déclaré un homme blanc nommé Joe Matt. Et je dirais ceci, les préjugés ne viennent pas toujours de la haine. Parfois. Cela vient d'habitude que nous n'avons jamais été obligés de remettre en question. Ce n'est pas une excuse. C'est un problème. La pièce a changé. Il n'y a pas eu de cri, pas de dispute. Juste la vérité. Puis quelqu'un a remarqué que Malik s'était glissé à l'intérieur, assis contre le mur latéral, loin des premiers rangs. Il n'avait pas prévu de parler. Mais finalement quelqu'un l'a désigné du doigt. La salle se tourna vers lui silencieusement, respectueusement. Malik se leva, marcha lentement vers le micro et s'éclaircit la gorge. Je ne suis pas ici pour que tout ça tourne autour de moi, a-t-il déclaré. Parce que c'est plus important qu'un contrôle ou 2 agents. Il s'arrêta et scruta la foule. J'ai travaillé avec certaines des meilleures équipes d'application de la loi de ce pays, mais j'ai également vu avec quelle facilité les gens sont formés pour voir le danger là où il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème avec de nouveaux slogans ou des ateliers. Nous résolvons ce problème en disant la vérité et en l'écoutant, même lorsque cela est inconfortable. Quelqu'un au premier rang murmura, c'est ça, juste là. Malik a poursuivi, ce qui m'est arrivé n'était pas la pire chose qui me soit jamais arrivée. Je n'ai pas fini à l'hôpital. Je n'ai pas été enfermé. Mais j'ai été traité comme si je n'appartenais pas à ce groupe. Et si cela peut m'arriver, à moi, un agent avec des qualifications et une formation. Alors qu'arrivera-t-il à la prochaine personne qui ne le fera pas? La pièce était encore lourde. Malik jeta un coup d'œil au maire de la ville, assis tranquillement au 2e rang. Puis chez le directeur de l'école. Puis retour à la foule. Je ne veux pas que des officiers soient détruits. Je veux que les départements soient reconstruits. Je veux que les gens rendent des comptes, pas de la vengeance.
Et je veux que les enfants grandissent dans cette ville sans qu'on leur apprenne que leur sécurité dépend de leur capacité à rester silencieux lorsqu'ils ont peur. Applaudissements. Pas sauvage. Non performatif. Juste réel. Plus tard dans la soirée, un groupe d'adolescents locaux a formé une coalition étudiante appelée Vienna Youth Watch. Leur première action a été de créer un formulaire Google ouvert où les résidents pouvaient soumettre des histoires bonnes ou mauvaises sur leurs interactions avec la police. Des centaines de personnes l'avaient rempli au matin. Le conseil municipal a décidé d'organiser des forums mensuels à partir de ce moment-là. Ils ont également promis de revoir leurs pratiques d'embauche et d'évaluation des forces de l'ordre local. Et Malik, il est retourné au travail. Tranquillement. Aucune apparition à la télévision. Pas d'offre de livres. La même Ford Fusion, le même sweat à capuche pliée sur son siège arrière et le même badge accroché à sa ceinture. Mais les choses ont changé autour de lui. Les agents ont baissé leurs vitres lorsqu'ils l'ont vu. Les gens l'accueillaient désormais dans les stations-service, non pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il leur semblait familier. Humain. Un après-midi, il a vu Jasmine Boyd sortir de l'école avec un groupe d'amis. Elle l'a repéré, lui a fait un petit signe de la main et a continué à marcher. Il sourit. Je n'ai pas fait signe en retour. Je n'en avais pas besoin. Mais Jasmine n'était qu'une des nombreuses personnes dont les yeux étaient désormais ouverts. Et c'était là le but. Un instant est devenu un miroir, et les gens, pour une fois, ne se sont pas détournés. 3 semaines après l'arrêt. Malik s'est retrouvé devant un gymnase rempli d'élèves du lycée James Monroe à Fairfax. Des rangées d'adolescents étaient assis en tailleur sur les gradins, certains chuchotaient. D'autres mâchaient du chewing-gum, d'autres encore étaient à moitié distraits par leur téléphone. Mais lorsque Malik s'est présenté au micro vêtu d'un simple polo noir, d'un jean et de baskets, quelque chose a changé. Ce n'était pas ce qu'il portait. C'est ainsi qu'il se tenait. Comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire et qui n'avait pas besoin d'une seule diapositive PowerPoint pour l'appuyer. Il n'a pas commencé avec ce qui s'est passé. Il a commencé par une question. Combien d'entre vous ont déjà été jugés avant d'ouvrir la bouche? Presque toutes les mains se sont levées. Certains sont rapides, d'autres lents. D'autres réticents. Malik hocha la tête. Maintenant, combien d'entre vous ont jugé quelqu'un avant qu'il ne parle? Quelques mains sont restées levées. Quelques autres sont également montées. Les honnêtes. C'est là que tout commence, a-t-il déclaré. Cet écart entre ce que nous savons et ce que nous supposons. Il leur a raconté l'histoire, mais pas comme un titre. Il ne l'a pas dramatisé. Il n'en avait pas besoin. J'ai suivi toutes les règles ce jour-là. J'ai suivi ma formation. J'ai parlé calmement. J'ai utilisé le bon langage. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas au début. Et c'est ce qui rend tout cela si compliqué. Parce que lorsque la confiance est brisée, même faire ce qu'il faut ne vous protège pas toujours. Un silence s'abattit sur la pièce. Quelques professeurs à l'arrière échangèrent des regards. Ils ne s'attendaient pas à une telle discussion. Malik a pointé sa poitrine. Le respect n'est pas un uniforme. Ce n'est pas un badge. C'est la façon dont vous traitez les gens quand personne ne vous regarde. Et plus important encore. Quand vous pensez que personne ne regarde. Il regarda la mer de jeunes visages. Vous n'avez pas besoin d'être un agent fédéral pour défendre votre position. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter d'être entendu. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître votre valeur et de ne jamais laisser la peur vous la faire perdre. Un étudiant a levé la main depuis le premier rang. Tu avais peur? Malik ne s'arrêta pas. Absolument. Mais la peur ne signifie pas faiblesse. Cela signifie que vous savez ce qui est en jeu. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment de la situation pour vouloir survivre. L'étudiant hocha lentement la tête, le téléphone enregistrant toujours. Malik sourit légèrement. Vous voulez savoir à quoi ressemble le courage? Cela revient à dire, je ne suis pas une menace, alors que quelqu'un crie des ordres. C'est garder la voix stable lorsque votre cœur bat la chamade. Il s'éloigne. Quand une partie de vous veut crier, une autre main se lève. Feriez-vous quelque chose de différent si cela se reproduisait? Malik avait l'air pensif. Je parlerai tout aussi clairement, peut-être même plus fort. Mais la vérité est que je ne devrais pas avoir à le faire.
Après la conférence, plusieurs étudiants sont venus lui serrer la main. Quelqu'un a demandé s'il voulait rejoindre le FBI. Un autre vient de dire merci. Il n'a pas pris de selfies. Il n'a pas distribué d'autographes. Il a simplement écouté, hoché la tête et est sorti tranquillement de la même manière qu'il était entré. Dehors, l'agent René Arlot attendait à côté de sa voiture. « Tu es sûr que tu ne veux pas d'une réunion officielle avec les médias ?» a-t-elle demandé. Il y a encore une vive polémique à l'échelle nationale à ce sujet. Malik haussa les épaules. « À quoi servent les médias sans élan ? Vous avez donné aux gens matière à réflexion. » A-t-elle déclaré. « Penser est facile, répondit-il. Changer est plus difficile. » Alors qu'il se tenait là, un agent de sécurité de l'école s'est approché. Il était jeune. À peine plus âgé que certains des seniors à l'intérieur blanc, rasé de près, les yeux nerveux. « Eh, monsieur, dit l'officier à Malik, je voulais juste dire que j'ai regardé la vidéo. Et j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je me comporterais ce jour-là. Cela aurait pu être moi, et je veux être meilleur. » Malik étudia son visage, non pas pour l'évaluer, mais pour voir s'il le pensait vraiment. Il l'a fait. « Alors sois meilleur, dit Malik. » À chaque quart de travail, il se serrait la main. Cette nuit-là, Malik a pris le long chemin pour rentrer chez lui. Pas de musique. Pas d'appel. Juste la route. Lorsqu'il est arrivé dans son allée, il est resté assis dans la voiture une minute de plus que d'habitude. Il regarda son propre reflet dans le rétroviseur. Juste un homme. Fatigué, mais stable. Il ne se considérait pas comme un symbole. Mais peut-être que quelqu'un, quelque part, le voyait différemment maintenant. Non pas à cause de ce qui lui est arrivé, mais à cause de la façon dont il a géré la situation. Parce que le respect n'est pas automatique. Il faut le mériter. Et une fois qu'il l'est, il faut le défendre. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la. Ne laissez pas des conversations comme celle-ci être balayées d'un revers de la main. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Nous continuerons à raconter les histoires que d'autres essaient d'ignorer.